dès les premières minutes du film, en fait, j'ai vu que j'avais raté quelque chose. Mais du coup, ça m'a ouvert sur le fait d'avoir envie de peut-être revoir certains films, de donner certaines secondes chances au film, peut-être même à Avatar. Alors, 1917, film de Sam Mendes, qui a réalisé également American Beauty, Les Sentiers de la Perdition, Jarhead, et aussi les 2 derniers James Bond. Donc un réal qui a quand même du poids. Alors 1917, qui relate la journée de 2 jeunes soldats anglais pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. C'est comme ça c'est là je vous sors le résumé Wikipédia. Nous basons toutes nos sources sur Wikipédia, car nous savons que Wikipédia, c'est la source pure, la source bonne, sur laquelle nous nous concentrons principalement. C'est comme ça que je vais vérifier pour savoir quel vaccin que je vais faire. Exactement, c'est exactement... J'allais sortir exactement la même chose, comme quoi... Voilà. Auto-congratulations, on est vraiment les mâles blancs basiques. Déjà une différence importante, Sam l'a vu au cinéma, moi je ne l'ai pas vu au cinéma. Alors moi j'ai eu 2 visionnages du film. Au premier visionnage, moi, je n'ai pas compris l'intérêt du film, en fait. Je me suis même un peu ennuyé. Je me suis concentré sur d'autres éléments qui n'étaient peut-être pas les meilleurs éléments. Moi, personnellement, quand il m'a dit ça, la première version, j'ai cru que j'allais le défoncer. C'est pour ça, hein, c'était sous une menace de mort que j'ai revu le film. C'est ça, où tu ressortais d'ici à 4 pattes, quoi. Pour toi, Sam, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu au cinéma, très peu de temps après sa sortie. C'est un ami comme ça qui m'a dit « Ah, soir, vas-y, on y va ». Donc, on l'a vu à 3. C'est intéressant, on avait 2 profils. Un profil un peu similaire au mien, dans le sens où on a à peu près la même sensibilité. Et une autre personne qui était assez mathématique, très factuelle, très... Terre à terre. Très terre à terre, en fait, voilà. Voilà. Donc c'était marrant, on avait un peu les 2 extrêmes. Ouais, on était 2 contre 1, on va dire, ma façon de parler, mais voilà, les résultats, du coup, c'était... pour ça, quand tu m'as dit ça, j'étais un peu trop étonné. Un peu étonné, en même temps, j'étais en mode, voilà, le gars a vraiment dit, oh, le scénario, ça tient sur... Première chose qu'il dit, il finit par le film, oh, scénario basique. C'est ça, là, on a déjà la question de est-ce qu'un film se repose uniquement sur son scénario? Ouais, c'est compliqué. Mais bon, ouais, c'est un grand sujet, mais est-ce que ça tient vraiment que sur... Pour moi, non. C'est-à-dire qu'un film, le scénario d'un film est important, mais on peut raconter énormément à travers un film sans avoir à étaler sur le scénario, sans avoir à se concentrer sur le scénario. Dans la bonne partie des films, le scénario est quand même important. C'est ce qui peut te faire la différence entre un film et un autre. Après, c'est l'exécution, c'est plein d'autres choses. C'est intéressant de commencer par ta première version. Peut-être de toi, comment tu l'as vu. Ouais. Parce que du coup, ça peut poser des problématiques, peut-être qui sont réelles par rapport au film, juste en soi, ou les questions que ça pose par rapport au dispositif qui est utilisé, qui est très spécial, puisque c'est un film qui est supposé avoir été qui est, dans la mise en scène, fait en un seul plan unique. C'est ça. Déjà. Donc ça a toujours cet argument de vente. vente. On a l'idée du plan séquence déjà. Et du coup, est-ce que donc là un procédé technique qui est supposé vendre du grandiose peut contribuer? Est-ce que déjà ça contribue à l'expérience? Est-ce que ça suffit? Et est-ce que du coup la combinaison scénario, etc., est-ce que finalement, comment ça marche un peu cette dualité? Ça a été un piège pour moi en fait, le coup du plan séquence et de la promo sur le plan séquence. Parce qu'en fait c'est ça qui fait que j'ai eu le mauvais a priori sur le film. Pas un a priori négatif, mais un a priori différent de ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu la promo sur ce film où ça montrait les efforts impressionnants avec lesquels ils ont créé les plans séquences en faisant tout avec le plus de réalisme possible, le fait d'avoir fait une promo comme ça, pour moi, inconsciemment et consciemment, j'ai compris que le film allait être fait pour essayer d'expérimenter le plus ce que ça fait d'être présent lors de la Première Guerre mondiale. Et en fait, je suis parti avec cette a priori, sans être... De base, je suis pas trop fan des films qui se basent juste sur ça, donc je m'attendais à du grand spectacle de ce type-là. Et donc, mais je me suis dit, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, tu vois, ça se reformule dans ma mémoire, j'avais cette petite a priori de... Je suppose que ça offre une expérience de Première Guerre mondiale. L'immersion, quoi, en fait. L'immersion, exactement. De ce côté-là, sous cet aspect, j'ai pas ressenti l'immersion que j'aurais eu pour, justement, des films comme le grand classique Il faut sauver le soldat Ryan, où là, justement, la technique de mise en scène est totalement mise sur la façon dont la caméra est portée, sur les tremblements de caméra pour
où en fait tu deviens vraiment un des soldats dans l'espèce d'équipe qui se forme au début du film. Et du coup, justement, c'est ça qui fait que j'ai même ressenti de l'ennui, c'est parce que je m'attendais à ressentir une expérience que je n'ai pas eue au final. Et je suis un peu passé à côté du reste du film, en fait, des aspects. J'ai vu que toi, le film t'avait vraiment marqué, et je me suis dit que c'était peut-être pas la même lecture. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ok, je vais lâcher l'a priori que j'avais avant. Je vais lâcher l'a priori sur la guerre, sur l'immersion, sur l'expérience, sur le côté grand spectacle, et je vais essayer de voir s'il y a quelque chose d'autre. Mais maintenant que tu me le dis, en fait, la partie dont tu parles, le côté très réaliste, en fait, le côté film de guerre, ça fait un peu comme Drive, c'est qu'en fait, justement, quand je suis arrivé, et on va parler de ce sujet-là, quand je suis arrivé à peu près la moitié du film, moi aussi j'étais parti un peu de ce principe-là, et à un moment, c'est là que j'ai compris, j'ai fait ok, ce n'est pas ce type de film que je suis en train de regarder, en fait, à un moment précis. Et c'est marrant que je me suis dit, pour moi c'était évident, et en fait, du coup, toi t'es passé à côté de ça, et du coup, t'as pas du tout lu tout le reste du film c'est ça, et du coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai revu le film, en fait, je vais lâcher l'aspect de base du film, c'est-à-dire l'aspect guerre et l'aspect immersion, et je vais juste voir ce qui se passe à côté. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont révélées en fait à moi. Je suis complètement rentré dans le film, je me suis pas ennuyé, et l'émotion était juste. Il y a eu beaucoup de petites choses qui m'ont marqué, les symboliques énormément, parce que, comme toi, comme moi, on est très attaché au symbolique et à ce que en fait, on est attaché à ce que le réalisateur essaie de nous dire à travers son film. Et du coup, ça a transformé beaucoup de choses. Alors après, ça veut pas forcément dire qu'on aura le même retour sur le film, ça on en a pas encore parlé. C'est ça, mais du coup c'est vrai que je pense que si tu regardes ce film là, et peut-être si tu n'as pas certaines clés, quand je parle de clés c'est certaines connaissances au niveau, parce que pour moi c'est un film profondément chrétien, dans la symbolique, totalement. Tout ça. Il y a énormément de symbolisme dans le film, comme tu viens d'en parler, et si on passe à côté de certains codes, et pourtant certaines lectures qui me semblaient plutôt évidentes, mais en fait je pense qu'effectivement on peut vraiment passer à côté du film, et on peut même pas comprendre le vrai sujet. Parce que sinon, effectivement, tu vois, si on lit le scénario, c'est deux personnages A doivent arriver à un point B. Les phases par lesquelles passe le personnage principal, en fait, sont importantes pour son développement. Et il y a vraiment une réalisation entre effectivement le point A et le point B. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui évolue. Et il y a vraiment une question morale, en fait, derrière. Et ça, c'est dans le développement des personnages, du coup. Et en fait, l'aspect vide du scénario, enfin quel aspect du scénario, je pense, de ce que je vois maintenant, c'est pour laisser place en fait à tout le reste, à tout ce que le film essaie de dire au travers du visuel, des symboliques, des petits détails en fait. De là où la caméra s'arrête, il y a beaucoup de moments où la caméra a cet aspect omniscient et nous dirige vers un élément particulier, et en fait, il faut qu'on se laisse emmener par ce film. Le film nous prend par la main si on le suit. Et nous emmène justement, il y aura des moments où la caméra va se tourner autant sur l'élément important du sujet, c'est-à-dire quand il parle du plan sur la carte, on voit la carte, mais il y aura d'autres moments où ça va s'attarder sur des éléments un peu plus particuliers, sur le regard du personnage, et on aura une mise au point, justement sans avoir à travailler des effets de découpe et de montage comme dans un film classique. La caméra va réussir juste avec des mouvements très légers à nous diriger dans autre chose que le sujet des deux soldats qui doivent délivrer un message essentiel. Moi je propose, il y a deux choses dont on pourrait effectivement parler, c'est donc d'un côté quel est le sujet donc du coup du film, et du coup le système de personnages, parce qu'il y a énormément de personnages dedans, et je m'avais fait la remarque, et je pense que c'est totalement voulu, et ça a d'ailleurs un sens par rapport à ce que ça raconte, c'est le choix d'avoir mis deux acteurs qui ne sont pas des têtes d'affiche, qu'on ne connaît pas. Enfin, on en a vu un dans Game of Thrones, et j'ai du temps à le reconnaître parce qu'il était du tout. Il a grandi horizontalement et verticalement. Donc deux personnages, donc deux jeunes qu'on ne connaît pas trop, qui sont des soldats. Ils n'ont pas de grade, ils n'ont rien du tout. C'est deux soldats lambda, deux petits jeunes qui sont envoyés en mission pour une raison qui en fait en plus c'est assez similaire au soldat Ryan, c'est retrouver son frère. Mais du coup, il y a cette base et en fait c'est le parcours qui est important. Et c'est là, du coup, je te posais la question du dispositif qu'on a pu retrouver donc dans Gravity, qu'on a pu retrouver, depuis quelques années, c'est devenu à la mode, on va dire, c'est devenu un gimmick presque. Les Américains, dès qu'ils ont un truc comme ça, genre qui marche, genre il faut qu'ils sucent la moelle le jeu à fond. J'ai eu une première impression, surtout que j'ai vu au cinéma. Donc du coup, c'était le fait que t'es à l'écran, donc t'es submergé par le truc, t'as le son, t'as le côté d'immersion qui est quand même un peu, bon, c'est fait pour. Hein. Et du coup, le fait de pas avoir de cut. Des fois, je crois, j'ai même les yeux qui étaient un peu secs parce qu'en fait, j'arrivais pas, je ne clignais pas des yeux autant, je crois. Je crois que j'étais dedans et des fois, j'oubliais il y avait un truc genre, je vais louper quelque chose, tu vois, c'était très étrange. C'est comme si finalement, le cut était nécessaire des fois juste pour nous, pour pouvoir fermer un peu les yeux, tu vois, de temps en temps. J'avais jamais eu ça sur un film comme ça. Alors, j'ai vu Gravity et tout, j'ai jamais eu
ce truc-là. Bah déjà, ça ne triche pas par le moyen du montage. C'est-à-dire, contrairement aux films qui vont faire des cuts ou les films d'horreur qui vont faire des jumpscares ou des plans d'arrivée et de retournement, là-dessus, ça contribue parce que justement, on ne perd rien. On ne triche pas. Alors, même si en fait, on triche parce que ce n'est pas un vrai plan séquence, mais il y a un moyen où du coup, on est à 100% concentré sur l'attention du personnage principal. J'avoue qu'en termes d'expérience, moi, je trouvais que c'était pas mal. La question que je me posais, c'est est-ce que ce film aurait pu ne pas être fait en plan séquence. C'est quelque chose que je reprocherais peut-être à Birdman, tu vois. Que j'ai bien aimé, ouais. Mais j'ai revu le film, je fais pas sûr que ce soit si nécessaire que ça, tu vois. J'ai trouvé ça que c'était plus un argument de vente et que l'histoire était très... On pouvait la raconter sans avoir à passer par ce truc-là. Il est même... ça va au point où même où il est obligé de faire un time-lapse, un faux time-lapse pour passer du jour à la nuit pour que l'histoire puisse continuer, tu vois. Ça montre à quel point, en fait, c'était pas nécessaire, en fait. Ouais. Alors, 1917... J'ai pas eu cette... Peut-être que oui. Mais on y aurait... Mais je pense que ça aurait... Effectivement, j'ai du mal à l'imaginer maintenant sans, en fait, on va dire. Après, c'est pas un plan séquence complet parce qu'il y a une coupure marquée. Le moment où il se fait... Et ça, il faudra y penser. C'est une transition qui n'est pas anodine, je pense. Ouais. C'est-à-dire, si on choisit de faire un plan séquence sur tout un film, mais qu'on le tranche aussi violemment au milieu, c'est pour montrer une transition. Et c'est là que j'ai envie de parler des symboliques du film, parce qu'il y a une légion de symboliques, et pas des symboliques gratuites, c'est-à-dire, c'est pas pour moi, c'est pas... on parlait du christianisme. Pour moi, ça va pas être la symbolique gratuite de voir quelqu'un embrasser une croix et faire une prière. Il y a un côté... Il y a une part de fabuleux dans ce film. En fait, c'est ça qui fait que pour moi, en fait, 1917, je ne le ressens pas comme un film de guerre. Moi, je le ressens comme un film presque qui aurait, un peu biblique en un sens. En fait, pour moi, il a un aspect. C'est ça que le plan séquence joue un peu là-dessus, participe à cette espèce d'immersion, mais du fabuleux, du fantasmagorique, du fait que ça s'attarde sur certains petits éléments. Qu'on croirait justement des éléments factuels ou des éléments pour habiller le film, alors que ce sont des choses qui symboliquement sont très importantes. Le fait que vers le début du film, quand il était avec son ami, il trouve en fait, il voit une vache et il trouve une bassine de lait fraîchement, comment on dit, fraîchement traite, très, oui, et il le met dans sa gourde. Et plus tard dans le film, il se retrouve à croiser justement cette jeune Française avec un bébé, une fille abandonnée, et où il essaie de lui donner de la nourriture, et où elle dit, le bébé ne mange pas ça, il a besoin de lait. Et il a cette gourde justement, et où il y a quelque chose de... qu'il y a justement un côté biblique, un côté prophétique en fait. Non, mais en fait, pour moi, tu vois, je vais d'ailleurs te mettre une théorie là-dessus, justement sur la moitié du film. C'est parti. Et en partie, déjà sur le système de personnages, du coup par rapport à ça, c'est que j'ai un ami à moi qui a vu le film qui m'a dit ça, j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est donc t'as ces deux jeunes, assez plats, ils sont assez plats en fait au début. Assez vierges, littéralement, d'où le lait en plus, le côté peut-être blanc, le côté très pur. Ouais. En fait, ils sont purs, il y a quelque chose de ce côté un peu pur. C'est que il y a ça d'un côté. Et ils vont croiser que des personnages qui sont, en plus de ça, des acteurs de renom. On passe quand même par Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong. Mark Strong, exactement, qui se marque déjà d'abord de par sa voix, on le reconnaît directement. Benedict Cumberbatch. Oui, à la fin. Et encore un. Richard Madden. Qui joue Rob donc, dans Game of Thrones et qui joue également dans la série Bodyguard, qui est vraiment stop. Ouais. Et du coup, mon pote m'a dit, c'est ça, vraiment un système de bons personnages en général. En fait, il représente tous les aspects de l'homme que le personnage principal aurait pu incarner ou pourrait devenir. Oui. Ils ont tous un grade supérieur, on remarquera qu'ils ont tous un grade supérieur de là où, à lui. Ce sont des archétypes un petit peu, ils ont tous des caricatures. On a au début justement Colin Firth, on a le personnage stratégique et calculé, Andrew Scott qui est le personnage complètement désabusé, qui a perdu espoir et qui est complètement déshumanisé presque. On a Mark Strong qui est le mentor, qui apporte une sorte de soutien presque humain. Et on a Benedict Cumberbatch qui est l'incarnation extrême de l'autre extrême, c'est celui qui cherche la guerre, qui est le belliqueux, qui veut se réaliser qui est content que la guerre existe et qui n'a pas de but en dehors que quand la guerre est finie. Et on a également à la fin le dernier, la sublimation, le frère justement qui est le gars en plus qui est, je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris lui, qui a une certaine classe, qui a quelque chose de pur, mais qui a un certain comme ça, il vit quelque chose de dur, en même temps c'est un gars qui sacrifie beaucoup. Une vulnérabilité. Et une bonté, c'est-à-dire que en quelques minutes, on a le personnage qui... on assiste au deuil, on assiste à une certaine bonté, on voit le personnage est introduit en train d'aider des blessés. Don de soi, etc. Ouais. Et qui est complètement à l'inverse du personnage principal, qui lui, son parcours, c'est un mec qui fuit.
Oui. En fait, il a fui sa famille, je crois déjà même au départ. Ou Il dit au début du ouais, film, j'ai détesté revenir voir ma famille. C'est ça. Il y a ça. Et il veut pas de quête, il veut pas de machin. C'est son frère, c'est son pote qui début veut juste voir son frère. Oui. Il veut pas prendre Il sa ne veut pas de responsabilité. médaille. Il veut pas de médaille. Il veut rien du tout. Et en fait, tout le rappelle à sa quête, en fait, à sa destinée. Et son pote, lui, représente vraiment la naïveté. Une certaine forme de naïveté, c'est lui qui veut retrouver son frère à l'innocence et tout, et c'est pour ça qu'il se fait buter en fait par l'allemand Qu'il a essayé d'aider, et comme ça, et en fait il se fait avoir. Ou alors est-ce qu'il est la part du personnage principal qui meurt à ce moment-là dans le film? Ouais, je pense que c'est quand même construit par rapport au personnage principal, il représente un autre aspect de l'autre, mais heureusement qu'il n'a pas été ce personnage-là non plus, tu vois ce que je veux dire? Sinon c'est lui qui serait peut-être mort. Oui. Du coup il y a tout ça, et après du coup c'est le moment où on rentre dans cette fameuse séquence où il y a un cut inattendu. Déjà, tu dis bon, ok. Tout à fait. Et moi, j'aurais deux interprétations là-dessus, et peut-être que les deux se rejoignent. Ouais. C'est qu'est-ce que tu penses qui s'est passé à ce moment-là? La coupure, c'est au moment où il est en train de traverser un pont dans l'eau. Il se fait attaquer par un Allemand. Et il ouvre la porte pour vérifier si l'Allemand est mort. L'Allemand est vivant, même malgré blessé. Il y a un échange de balles. Il tue l'Allemand. Par la balle, il perd son casque. Il tombe dans l'escalier et il tombe inconscient. C'est ça. Et on passe du jour à la nuit. Ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, il y a deux théories que j'ai à ce moment-là, c'est qu'en fait, au moment où il a pris la balle, donc dans le casque, Dans en le fait, casque. moi, il y a une version qui me dit qu'en fait, ça, c'est la vérité. En fait, jusqu'à ce point-là, en fait, on était dans le monde réel. Ouais. Et en fait, peut-être que en fait, la vérité, c'est que pas hors dehors de la fiction, dans le monde réel, il serait mort, en fait. Oui. Il est mort, en fait. Et là, il arrive au purgatoire. Et tout ce qu'il y a derrière, à partir de là, c'est... Lui, il incarne le soldat. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment d'identité, machin, mais dans tous ses aspects. C'est juste la fonction. Le soldat, dans ce qu'il peut devenir, ce qu'il peut machin, donc ça reprend le soldat, mais peut-être l'homme aussi, dans toutes les valeurs qu'il peut, tu vois, des personnages qui pourraient être, comme nous dans la vie de tous les jours. Tu vois, genre on pourrait devenir celui-là, on pourrait incarner tel ou tel archétype, telle ou telle chose, mais du coup, il devient un archétype. Il devient lui-même un symbole. Donc à la fois de nous, et à la fois de ce qu'on pourrait être dans ce genre de conditions, dans le conflit, qu'est-ce qu'on est dans le conflit, justement. Et voilà, il y a cette base-là. En tout cas, il pourrait être ça. Et il y a l'autre version, sinon, qui simplement, voilà, donc il s'est pris la balle, mais du coup, il est miraculé, il est juste tombé dans les escaliers. Mais dans tous les cas, il arrive effectivement au purgatoire, dans cette partie-là qui est en fait totalement mystique. Totalement. Que ce soit dans l'esthétique, dans la musique. Dans la musique. La musique qui impose, dans la beauté en Voilà. fait. C'est beau, oui, c'est beau. C'est une des scènes les plus belles du film, alors que c'est une des scènes qui symbolise le pur carnage et les ruines, le chaos, l'enfer. L'église qui brûle. C'est ça. Et on a l'image de la mort, du chaos et des enfers sublimée par une musique du merveilleux en fait. On nous montre du merveilleux et on le ressent en fait. Ouais, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais donc du coup il court, donc il est poursuivi. Oui. Il fait tuer énormément de fois. C'est ça, il y a le côté démoniaque, un petit peu. Enfin, dans l'imagerie, tu vois ce que je veux dire, c'est des ruines, les ruines du monde. Est-ce que c'est, il y a quelque chose, c'est ce monde-là. Oui, c'est des ruines qui semblent être interminables. Voilà. Enfin, en tout cas, il est dans cette partie sombre, dans l'enfer, dans le purgatoire, ce qu'on veut. Et là, dedans, il rencontre cette jeune femme. Et en fait, il a un choix. En fait, qui est posé. Rester ou partir. Et elle a envie qu'il reste. Il a le lait, il a tout ce qu'il faut pour rester. Et là, tu as quelque chose qui est très important pour l'histoire. Je sais pas si tu te rappelles ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'il ne reste pas? C'est la cloche. C'est la cloche du matin. C'est la cloche du matin. Mais c'est le glas. Tu sonnes en gros, c'est le rappel. Ton rappel à ton destin. Tu as quelque chose à accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, t'as pas le droit en fait. Enfin, tu peux rester, mais du coup si tu fais ça, t'es damné en fait. Est-ce que c'est un test? C'est ça. Du coup, si tu pars du principe que c'est réaliste, bon, tu vois, une petite française, non, je pense que ça va peut-être plus loin que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans le feu, il repart dans tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive dans cette fameuse séquence dans l'eau. Et clairement, c'est le Styx quoi. Il est dans le truc ce fleuve de la mort où t'as les corps qui flottent, etc. Il sort. Et ce qui me fait me dire ça, en tout cas, qu'il y a un truc religieux, c'est que dès qu'il sort, en plus de ça, tu tombes sur cette fameuse séquence avec le jeune qui chante et qui parle en plus du Jourdain, qui dans donc le fleuve dans lequel le Christ a été baptisé, etc. Et tout. Au bout d'un moment, ça va, les symboles sont ça, oui, sont là. C'est à foison. Mais c'est marrant parce que le côté du déjà le fait qu'à chaque fois ça c'est une leçon assez classique du cinéma, quand un personnage rentre dans l'eau. Dans beaucoup de films, c'est une représentation du baptême. Ça m'a évoqué beaucoup le moment où il tombe dans l'eau et où il en ressort.
et où il perd encore plus d'équipement, parce qu'il se dépouille au fur et à mesure, il perd Forcément. son statut de soldat. Ça m'a évoqué, ça m'a vraiment rappelé cette scène très forte de ce film qui est si cher à mon cœur, d'Excalibur de John Boorman, quand Perceval, juste avant de trouver le Graal, dans un monde de chaos justement, où il croise Lancelot complètement déchu et fou, et il se fait balancer dans la rivière, il tombe dans l'eau, et il se défait de son armure, et il sort nu de la rivière pour survivre, et trouve le Graal, et où il y a une renaissance, un symbole de renaissance extrêmement fort, extrêmement beau, et où on tombe dans les géants, dans les symboliques. Ouais. Mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, si on veut vraiment avoir l'expérience, en tout cas de ce film-là, il faut se laisser aller dans cette espèce d'état et ne pas s'attendre à quelque chose de réaliste, parce que tu passes à côté complètement de la symbolique, le côté mythologique, ou peut-être l'histoire, c'est l'histoire du conflit, mais qui part d'un plus grand conflit, c'est notre conflit à nous par rapport à notre propre identité, par rapport à tout ça. Et je crois que c'est quelque chose que on remarque, c'est que le film commence comme ça à finir. Il se réveille près d'un arbre dans un paysage de paix, et il termine en allant se rendormir près d'un arbre dans un nouvel Éden justement. C'est vrai, c'est l'Éden, le côté Éden, effectivement. Même s'il n'est pas mort, il peut se laisser mourir à ce moment-là. Oui, il a accompli sa mission. Et je me suis posé la question d'ailleurs, pour moi ça m'a fait tout de suite penser au Dormeur du Val. Alors je sais plus si c'est Rimbaud, si c'est son mentor qui l'a écrit, ou c'est sûr que c'est encore un autre, mais en tout cas c'est un poète français qui a écrit donc Le Dormeur du Val, ce soldat justement qui est en train de mourir dans l'herbe, etc. Et j'ai tout de suite pensé à ça, je me demande s'il l'a pas lu, si Mendes l'a pas lu, je ne sais pas si c'est aussi connu que ça à l'international, ce poème. Mais tout de suite ça m'a fait penser à ça en tout cas, ce côté Dormeur du Val. Je me suis demandé même s'il n'y avait pas une connexion en termes de, finalement il parlait de la même chose. Oui. Ça parlait de la même chose. Et qui, du coup, amène à cette séquence finale. Tu vois, et c'est ça que je me suis dit. Tu vois, je l'ai vu, on la voit dans le trailer. Et dans le trailer, c'est cette fameuse séquence où il court. Où il court sur le champ de bataille, où il choisit. Et je me suis dit, ok, je l'ai vu. Donc tu sais que ça va bientôt arriver. Mais là, ils ont fait un tel build-up. Il y a tellement ce truc émotionnel. En plus, ce petit moment de pause juste avant la guerre où ils savent que la quasi-totalité de ces jeunes-là ne vont jamais revenir, en fait. Ils vont jamais revenir. Et tu comprends la quête. Il sait ce qu'il a à accomplir. Et là, qu'est-ce qu'il va ? Il y va sans armes. S'il y a plein de choses, il dit oh regarde, il va sur le champ de bataille, il est con, il est pas armé, etc. La symbolique, c'est ça, c'est que là, tout d'un coup, et je t'avoue que là, j'ai eu ma petite larme. C'est quand j'ai vu le truc, c'est que j'ai senti l'émotion du truc en train de monter. Et quand le gars venait d'accepter son destin, en fait. Il a dit ok, c'est mon destin, j'y vais, et donc il y court. Et c'est comme s'il a été immaculé. Il ne pouvait pas, il était protégé, il était quelque chose. Mais parce qu'il est miraculé. C'est vraiment on suit un miraculé, c'est-à-dire le nombre. Ce n'est pas qu'il frôle la mort, c'est qu'il traverse la mort plusieurs fois. Il est enterré vivant. Il se reçoit une ou deux fois une balle dans la tête. Il est noyé. Il a une forme d'immortalité en fait. Ce qui fait dire qu'il est un peu l'incarnation du soldat ultime. En fait, c'est quand nous sommes tous ce soldat. Tu vois ce qu'il y a un peu ce côté comme ça. Nous sommes tous, c'est l'homme, l'humain. Enfin, nous sommes tous ce truc-là en recherche d'une certaine quête. Et le moment on l'accepte. Une fois qu'on a passé ce truc, on a fait face à la mort ou fait face à ce truc-là, on ressort du purgatoire. Et là, à un moment, il accepte. Il y a cette espèce de hurrah, même qui est représenté dans la musique. Et d'ailleurs, tu sais qui c'est qui a fait la musique ? C'est le même compositeur que The Little Things. Ah ouais, c'est vrai, c'était oui. Thomas Newman ? C'était, oui. Ah ouais. Oui. Ah, je savais pas que c'était lui qui avait fait la musique dans J'avais oublié, oui. Mais Thomas Newman, tu vois, qui est connu quand même, tu vois les autres films de Mendes en plus avec qui oui. Oui, il a suivi Mendes c'est avec piano, c'est très soft, c'est machin. Quand tu vois le film au début, j'ai cru que c'était Zimmer. Au début, j'ai fait tiens. Ça on dirait du Zimmer et tout. Et finalement, en fait, après ça part rapidement dans autre chose, hein. Mais j'ai trouvé en subtilité. Il a copié pas mal j'ai plus les références, mais il a copié dans le style des compositeurs anglais à l'ancienne, assez beau. La musique est très belle. Et après la fin. Pareil, la musique est. Ça parle, c'est magnifique. La musique n'est pas compliquée, mais elle est juste. Elle est toujours juste. Et c'est une des grandes forces du film pour moi. C'est ce qui habille. Mais ce qu'on voit dans beaucoup de films de Mendes, Les Sentiers de la Perdition et American Beauty. La musique est simple, mais elle est très juste et elle sait nous toucher juste au niveau du cœur justement. Mais c'était agréable de le voir, tu sais, de pas être encore dans son gimmick avec le piano, avec tout ça, d'être dans autre chose, quoi. Oui. Et ça, c'était assez plaisant. Oui, tout à fait. Oui. Et juste. Elle ne prend pas place par-dessus, en fait. C'est-à-dire, je me souviens des scènes de tension et je me souviens avoir ressenti la tension, mais je ne me souviens pas de la musique. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a certains films où la musique prend tellement les devants qu'on écoute plus la musique et on voit le film en second plan. Tu vois, ce qu'on a plutôt dans Soda Ryan aussi, des films comme ça, parce que bon, c'est John Williams, on adore, mais bien sûr. Mais voilà, tu repères Star Wars sans John Williams, je pense on verrait pas l'émotion autant. J'avoue, dans les films, moi, ce qui me fait chialer, moi, c'est la musique.
les 3 quarts du temps, c'est-à-dire que tu retires, et je pense que c'est normal, mais des fois ça te montre qu'il y a certains films qui reposent énormément là-dessus. Si tu retires la musique, t'as rien, et il y a d'autres films qui n'ont pas besoin forcément de ça, ou qui la musique est beaucoup plus comme si low-key, enfin beaucoup plus genre en retrait, Ouais. en retrait, et là ça, pour le coup ça marchait vraiment. Ouais, regagnant force. Ouais. Donc ouais, je sais pas, en tout cas, voilà, le film m'a beaucoup transporté et c'était... C'est marrant, c'est pas le film que j'aurais envie de me mater genre régulièrement, je dis, chaque année je me le mate, mais par contre je suis content de l'avoir vu, j'aurais été déçu de ne pas le voir et peut-être que je me le remettrai à un moment, juste même où certaines scènes ou certaines choses comme ça, voilà. Bah, c'est ça qui fait que pour moi le second visionnage a été très particulier du fait que j'ai eu un premier visionnage où j'ai le sentiment d'être passé à côté du film. Même émotionnellement ça m'a marqué. Et c'était très particulier, j'avais jamais eu ça avant justement. Le fait que quand j'ai juste lâché mes a priori, j'ai vraiment essayé de prendre du recul et de donner une seconde chance au film. Et dès les premières minutes du film, en fait, j'ai vu que j'avais raté quelque chose. Mais du coup, ça m'a ouvert sur le fait d'avoir envie de peut-être revoir certains films, de donner certaines secondes chances au film, peut-être même à Avatar. Car oui, je n'aime pas Avatar, mais je ne l'ai vu qu'une fois. Je le reverrai, je me referai une seconde opinion. Vous en faites pas, moi je l'ai vu 6 fois, donc on s'équilibre plutôt pas mal. Je ne l'ai pas vu au cinéma, et je sais que c'est ce qui a joué aussi. Je pense que ça a joué. Surtout avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid et tout, bah... Si on fait que par regarder les films uniquement sur nos portables et sur la télévision, est-ce qu'on risque pas de passer à côté d'une expérience et d'une immersion de quelque chose? En tout cas, ça pose la question du coup de qu'est-ce que le cinéma ou le fait de faire un film, qu'est-ce que c'est qu'un film? Comment on fait passer le message? Est-ce que c'est à quoi ça sert? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant sur la question du cinéma, sur le fait que beaucoup de gens aujourd'hui défendent vraiment le cinéma et hurlent pour le retour aux salles. C'est du fait que ce n'est pas juste une question de confort ou de divertissement ou de plaisir ou d'immersion, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est le fait que on risque de passer à côté d'un cinéma qui est important et d'un cinéma qui ne s'apprécie à sa juste valeur qu'en salle. On ne devrait pas se sentir mal à l'aise de pas forcément avoir la référence, tu vois ce que je veux dire peut-être, et plutôt de la curiosité. Ça, j'aimerais bien que tu vois finalement, même je parle autant pour les autres que autant pour vous que pour moi, hein, on va se calmer. Mais tu vois de pas avoir ce réflexe, oh je comprends pas, du coup c'est de la merde. Du coup c'est mauvais. Tu vois exactement, ouais. Bah c'est ça, c'est le fait de pas oublier que derrière chaque film il y a une intention. Il y a toujours une intention. Même si l'intention est mauvaise, ou je veux dire, ou si l'intention c'est faire du fric, mais pour moi c'est une intention. C'est une intention. Et que du coup il faut essayer de chercher au-delà. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qui est important peut-être des fois, au moins se dire, après t'es pas obligé d'aimer le film, mais quelle est l'intention du réalisateur? Tu vois, c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui quand même avec internet d'avoir accès, je sais pas moi, des interviews, des choses, tu vois, et de dire ok, qu'est-ce que lui voulait dire? Et après te dire, bon, peut-être que là, il a loupé son coche. Tu vois, le rôle du réalisateur, c'est quand même de faire passer un message, tu vois, de réaliser quelque chose, de faire passer ou de communiquer quelque chose. Je dis pas forcément qu'il y a un message moral, mais qu'il y ait quelque chose qui passe. Il y a une communication émotionnelle ou ce que tu veux. Mais si le truc ne passe pas du tout, tu vois, ou si vraiment, non, c'est trop, tu te dis, bah, peut-être que tu as loupé ton truc, tu fais pas un film que pour toi. Oui. Mais c'est une grande question. De toute façon, on pourrait partir dans plein de trucs comme ça. Bah, c'est à vous de nous définir aussi, hein, sur ta chaîne, déjà sur laquelle tu fais beaucoup de choses, définir si les gens ça leur intéresserait certains sujets, peut-être avec ce nouveau format, est-ce qu'il y a des choses qui les intéresseraient en particulier, des thématiques. J'avoue que comme ça, voilà, donnez-lui des trucs pour qu'il puisse monétiser ses vidéos, quoi. Donnez-lui du taf, c'est pas possible d'être aussi égoïste, quoi. Oui, non, mais c'est pas grave. On vous aime quand même et on vous écoute. Enfin, vous nous écoutez. Mais on écoute vos retours, on écoute vos commentaires. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire d'ailleurs. N'hésitez pas à vous lâcher là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et si vous aimez ce type de vidéo, laissez un petit like. Si vous avez envie d'en voir plus, abonnez-vous. Et si vous voulez plus voir ma face, abonnez-vous aussi. Bah non, du coup. Il est temps de s'abonner. Et pourquoi pas?